Salut! Premièrement, merci d'écouter cet épisode de Sans présentation. C'est vraiment apprécié. Avant, je voulais juste faire une petite préface pour dire que c'est le premier épisode de Sans présentation qu'on a enregistré en studio. Et ça a donné que notre première entrevue, en fait, était sur Zoom. Donc, ça se peut que comparativement à d'autres épisodes, la qualité audio de ceux-là soit un peu moindre, mais on a quand même fait beaucoup d'efforts pour vous donner un épisode de bonne qualité, surtout grâce au travail de PA et de Fania qui m'aident à produire le podcast. Une autre affaire, par contre, que je tenais à prévenir avant que vous écoutiez l'entrevue. Pendant l'épisode, on a beaucoup parlé de sujets qui peuvent être controversés, de matières à débat, des sujets qui peuvent qui peuvent peut-être toucher des cordes un petit peu plus sensibles. Mais par contre, j'ai tenté pendant l'entrevue que le débat reste sain, que le débat reste, voilà, sans jamais montrer notre désaccord d'une manière agressive, mais plutôt en étant dans l'empathie. Ce qui fait que je souhaiterais juste que dans les commentaires, ça reste de cette manière-là. Tout le monde a le droit à son opinion. Vous avez le droit d'être d'accord ou pas d'accord avec mon invité de cette semaine. Mais je tiendrai juste à ce que ce soit dans le respect, dans la bonne humeur. Fait que, bonne écoute! Je pense que la première question que j'avais, parce que vous avez quand même justement un vécu extrêmement intéressant. Vous avez vécu beaucoup d'événements. Et je voulais savoir quel a été, mettons, je vais vous en nommer trois, là, qu'est-ce qui a été le plus important pour vous entre avoir couvert les Jeux de Calgary, avoir été présentatrice de nouvelles pendant la crise d'Oka ou avoir participé à Accès Golf avec Martin Cloutier? En tout cas, celle-là, c'est la plus amusante. Parce que Clairement. Martin Cloutier, c'est un humoriste que vous connaissez Oui, évidemment. ben oui, exactement. Et en plus, Guillaume, c'est que j'ai réussi à faire une drive de 208 verges, ce Oh, que je n'ai jamais réussi à faire ni OK. avant ni après cette fois-là. Et j'ai réussi à faire ça devant des caméras de télévision. Alors imagine, Ça, c'est c'est quand quand même même. impressionnant. Oui, je Ouais. l'ai assez impressionné. Là, il Ben était, oui. comme on dit en bon québécois, flabbergasté. Mais ça, c'est quand même fou parce qu'on dirait que dans la vie, d'habitude, c'est l'inverse qui arrive. C'est tout le temps quand tu veux montrer tu veux filmer un exploit que là, Oui, soudainement, tu n'es pas capable de le faire. Mais là, devant les caméras, un coup. mais c'est assez comique cet aspect que vous venez de soulever, Guillaume, parce que mes amis de golf et aussi de tennis me disent souvent, ah, on voit que tu aimes la pression, on voit que tu es habitué à la pression. Parce que j'ai été sous pression toute ma vie pendant 35 ans de journalisme. Et donc, quand je fais des activités qui ne réclament pas de pression, ben, pour moi, s'il y a une petite compétition, là, Ouais. j'aime ça, puis on dirait que ça me place à mon meilleur. Ben, c'est ça. Ben, c'est vrai que le journalisme, en général, ça a l'air d'être un domaine où il faut comme tout le temps que tu sois justement à l'affût, que tout le temps, il faut que tu sois en mode performance, en fait, parce que la nouvelle, tu ne sais pas quand est-ce qu'elle arrive. Oui. C'est le bon mot, performance. C'est vraiment Et la performance. oui, ça c'est le bon mot, Guillaume. Et pendant 35 ans, j'ai eu, oui, le plaisir, mais j'ai eu l'obligation de performer. Mhm. Alors que depuis que je suis à la retraite de TVA, moi, je Ouais. continue d'être active, mais je n'ai plus cette obligation de performer. Puis Mhm. ça, retient ça parce que euh, l'obligation de performer, pour certaines personnes, ça ne va pas bien, ça ne Mhm. leur fait pas, la pression est trop forte, puis finalement, Ouais. ils finissent par craquer. Mhm. Alors que moi, cette obligation de performer m'a toujours très bien servi. Moi, Mhm. je vais vous faire un petit. On peut peut-être se tutoyer On peut finalement. se tutoyer, allons-y, allons-y. Alors, tu me tutoies, si tu ne me tutoies pas, je te tue. Parfait. Oh mon Dieu. Ça va peut-être être difficile à travers Zoom, mais rendu là, on ne sait pas qu'est-ce que la Non, non, technologie non, peut puis de toute faire. façon, il ne faudrait pas, surtout pas. C'était une blague. Ah oui. Mais qu'est-ce que j'allais dire donc avec Par ça? rapport à la pression puis Oui, la compétitivité un peu. oui. Ben, en tout cas, je ne sais plus ce que je voulais dire, là, mais tout ça, ça ne sera pas la première fois. Mais ça me met un peu à l'aspect, justement, comme vous dites, 35 ans dans le domaine des médias, Oui. c'est quelque chose. Puis là, justement, c'est le fun qu'à la retraite, vous trouvez un petit peu plus, mettons, la pression, mais d'une manière positive, juste dans le sport puis dans le plaisir. Mais ça, c'est Ah, en... ben, Mais ça, c'est excuse-moi. Ah ben oui, vas-y.
Mais c'est parce que je viens de retrouver ce que je voulais dire, parce que tu Ah, as dit voilà. le deuxième. Tu as parlé de performance et tu as parlé de plaisir. Mhm. Alors, c'est ce que j'allais dire, c'est que depuis que j'ai quitté TVA, que je suis dans une retraite active, donc je ne suis pas en retrait, eh bien, je n'ai plus cette obligation de performer et tout ce que je fais maintenant, c'est dans le plaisir. Ben oui. Il y a plus d'obligation, il y a juste du plaisir. Et ça, ben, il y a quelques avantages à vieillir, dont celui-là. Dans celui-là, exact. Mais ça, ce que j'allais demander par rapport au fait de la pression journalistique, c'est que je me demandais aussi, vu que quand on travaille dans les médias, puis surtout justement, vous avez été présentatrice de nouvelles, vous avez été correspondante à bien des endroits, j'ai l'impression que ça doit être difficile pour quelqu'un de tous les jours dans sa journée. Son métier, c'est de recevoir les nouvelles qui souvent, tu sais, souvent ce qu'on voit dans les médias, c'est pas les meilleures nouvelles, les nouvelles les plus positives. Ouais. Est-ce que ça ajoute un stress, ça, de tout le temps être un peu dans l'espèce de. Je dirais pas nécessairement la négativité, mais de tout le temps devoir être à l'affût de tout ce qui se passe dans le monde. Ben, ça prend une personnalité quand même propre à ça. Moi, au fil des ans, je me suis bâti une carapace Mhm. pour justement être un petit peu, euh, être comme une observatrice de la société et non pas une actrice de la société. OK. Et ça aussi, ça fait toute une différence. Mais ça peut avoir son mauvais côté. Mhm. Pardon. Alors, il y a des correspondants de guerre qui pensaient qu'ils étaient des observateurs de la bataille ou des batailles, comme par exemple en Afghanistan ou en Irak ou à d'autres pays, et qui malheureusement sont morts. Parce que OK, ouais. quand tu es, quand es journaliste, tu es aussi un humain. Donc, Ouais. tu peux te faire tuer, tu peux, tu sais, il y a n'importe quoi peut t'arriver. C'est pas parce que tu es journaliste que tu es protégé Non, c'est des ça. balles ou des horreurs de la guerre ou des horreurs de la vie. Donc, Définitivement. oui, il faut se mettre une carapace, mais il ne faut pas oublier non plus qu'on est des humains, qu'on a Mhm. des émotions. Exact. Moi, j'ai vécu des affaires, des situations pas drôles du tout, comme par exemple, je suis sur les lieux d'un incendie. C'est un 5 alerte, c'est dans le vieux Montréal. Si je me souviens bien, c'est en 1981. Et puis, une heure plus tard, là, bon, un incendie 5 alertes, c'est-à-dire que tous les pompiers sont là. Et puis là, à un moment donné, l'incendie est contrôlé et maîtrisé. Alors, les journalistes sont partis, mais moi, je suis restée, puis j'ai jasé avec trois bonhommes, trois pompiers, parce que pour voir un peu qu'est-ce qu'ils faisaient et tout. Et puis finalement, l'incendie a recommencé. Ah Le non. feu est reparti. Et là, les gars sont partis dans l'échelle, OK? Et Mhm. le mur est tombé sur eux. Tu vois, j'en parle, j'en ai encore des Ben frissons, oui. parce que Tabarouette. j'ai parlé, aïe, 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 j'ai parlé avec ces gars-là et je les ai vus mourir. Et il fallait que je parte dans ma voiture de CKAC, j'étais à Mhm. CKAC Télémédia, Ouais. puis là, j'ai pris j'ai pris pas le pagette, là, mais je me souviens plus comment ça s'appelait, l'espèce de petit, voyons, je perds mes mots, là, mais en tout cas, Mais un genre de, pas de walkie-talkie, mais on est comme un walkie-talkie. c'est ça. Il l'a à la mise en nom. Puis en plus, c'était une soirée de baseball avec Jacques Doucet puis Roger Brulotte. Puis là, Mhm. j'ai dit, vous allez couper le baseball parce Ben que ouais. j'ai une nouvelle épouvantable à vous annoncer. Mon Puis Dieu. au départ, ils ne voulaient pas. Puis finalement, ils m'ont laissé entrer en onde. Mais j'étais tellement, tu sais, j'étais tellement émue, j'étais tellement catastrophée parce ce qui venait Ben oui. d'arriver. Et quand le maire de Montréal à l'époque et tout le monde a rappliqué, là, les autres médias sont arrivés parce qu'ils m'ont entendu parler Mhm. de la mort de ces trois hommes. Wow. C'est pas toujours drôle, c'est C'est, sûr. ben non, clairement pas. Puis je comprends aussi d'avoir voulu couper la game de baseball, là, quand tu viens de voir trois hommes Là, mourir. T'as ouais, pas envie de checker des home runs, là. Tu te dis, non. il y a des priorités en quelque part. Mais ça, c'est vraiment fou. Wow, ça, pour de vrai, là, moi, j'ai un père en ce moment qui est pompier volontaire. Ah oui, Et ça, c'est une affaire que je trouve incroyable. Là, tu sais, en ce moment, on a beaucoup la conversation publique par rapport aux policiers, ça, par rapport à toutes les bavures policières, tout ça. Mais ça, c'est une affaire que je trouve incroyable, à quel point les pompiers, il n'y a jamais eu de problème avec les pompiers. non. Et Les d'ailleurs, pompiers, je pense que dans les sondages, Guillaume, je ne sais pas si oui. c'est encore vrai aujourd'hui, mais je pense que dans les sondages, les pompiers arrivent pas mal en haut de la liste. Alors que Mhm. les journalistes sont pas mal en bas de la liste maintenant. Ah ouais?
de métier, mettons, à vouloir faire plus tard? Non, Ou non, dans... non. Non, non, OK, OK. Au niveau de la crédibilité, Ah, de OK, la OK, OK. notoriété, tout ça, Oui. Mhm. l'appréciation. En fait, Ouais. c'est des sondages d'appréciation. Mhm. Ben, les pompiers arrivent pas mal au sommet, Mhm. mais maintenant, les journalistes, malheureusement, comme les politiciens, Ouais. on a fait pas mal de dégringolades. Mais c'est sûr que, puis ça va peut-être mener à un autre sujet. Vu que vous êtes à la retraite, justement, vous pouvez le voir un petit peu plus d'un côté d'observatrice, justement. J'ai encore de la misère à tutoyer, on dirait. Je vais essayer de switcher ça dans mon cerveau. On fait ce qu'on veut. Exact. Mais maintenant que tu es plus dans un poste d'observatrice de qu'est-ce qui se passe dans les médias, toute l'espèce de vague de, tu sais, on parle beaucoup de désinformation, les médias qui sont de plus en plus numériques, ce qui fait que ça laisse beaucoup plus de la place à les fake news et tout ça. Oui. Qu'est-ce que tu penses, on dirait, de ces nouveaux problèmes-là qu'en ce moment on rencontre, surtout dans les nouvelles? Oui. Bien, évidemment, la désinformation, ça, c'est un grave problème. C'est carrément un fléau. Mais moi, je pense que la responsabilité de chacun, c'est de fouiller, c'est de s'informer et de ne pas prendre tout pour du content, de ne pas Mhm. prendre tout pour du cash, comme on dit. Non, Euh, exact. alors ça fait partie de la responsabilité individuelle. Puis je pense qu'il ne faut pas laisser passer quoi que ce soit à partir du moment où on constate que c'est une mauvaise information, Ouais, exact. que c'est de la désinformation Mhm. ou que c'est du Mhm. sensationnalisme ou que c'est carrément faux. Mhm. Mais ça, c'est la responsabilité de chacun. Mhm. Mais Guillaume, le problème, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui se responsabilise de façon Non, individuelle. c'est Et vrai. ça, je trouve que c'est aussi un des fléaux de notre société actuellement. C'est vrai, mais je me demande aussi, parce que c'est clair qu'il y a une responsabilité individuelle, il y a une responsabilité qui vient de tous et chacun. Puis moi-même, en fait, je suis le genre de personne qui se dit, même si, par exemple, je ne sais pas, tu lis le Devoir à tous les jours, qui est rendu quand même un journal avec une certaine crédibilité, mais tu en regardes quand même juste un. Tu regardes quand même juste un point de vue. Oui, mais pourquoi tu ne lis pas aussi la presse, le C'est Journal de ça, Montréal, le exactement. Washington Post, Le Monde, le Mhm, Nouvel Observateur? Enfin, il y a tellement de médias mhm, officiels, professionnels, mhm, qui peuvent nous alimenter et où on décide que ce soit bon, ben, de notre côté, que ce soit à gauche ou que ce soit à droite. Mais sacre bleu, moi, je trouve que dans les réseaux sociaux, actuellement, là, c'est fou, là, mhm. c'est fou furieux. Mais Ouais. moi, ce qui vient me chercher encore plus, puisqu'on est un peu là-dedans, là, Guillaume, Mhm. c'est cette espèce de vague de politiquement correct où tu ne peux plus rien dire, où Mhm, tu ne peux plus rien faire. mhm, mhm. Écoute, c'est rendu, mais complètement cinglé, là. Tu sais, qu'est-ce qui vient de sortir, l'histoire des Yel? Là, c'est pas Oui, l'Académie française là, je pense que c'est le petit Robert le petit Robert qui a accepté officiellement le qui a mot Yel. décidé d'inscrire les Yel. Oui, Eh, mais attends, là, je rêve. mais moi, On est en train de faire des cauchemars. Mais c'est quoi cette folie-là mais moi, de vouloir tout changer? Mhm. Mais moi, l'affaire, par contre, avec l'affaire de Yale, c'est dans le principe que le fait qu'on ajoute un mot, selon moi, n'enlève pas les autres mots. Je ne sais pas si vous voyez si tu vois ce que je veux dire avec ça. J'ai encore de la misère à tutoyer, mais dans le sens que, comment dire, j'essaie de trouver la manière de l'exprimer de la bonne manière. Je pense que l'affaire de Yale, de l'ajouter pour permettre aux gens qui veulent l'utiliser que ce soit quelque chose d'officiel, ça ne me dérange pas. Ce qui me dérangerait, par contre, c'est si ça devenait, mettons, là, on force la norme, c'est qu'il faut tout le temps l'utiliser. Guillaume, au Ça, gouvernement là-dessus, fédéral, là, si j'ai bien compris, il y a des Mhm. ministères qui disent plus ni monsieur ni madame. Mais voyons, on s'en va où, là? Puis attends, moi, qui me tape mais royalement sur les nerfs, Mhm. c'est que là, on est en train de s'ajuster en fonction des minorités, continuellement. Je ne sais pas si tu remarques, là, mais c'est Mhm. toujours la minorité qui finit par avoir raison sur la majorité. Je m'excuse, mais en tout cas, probablement que je suis trop mémée, traditionnelle, mais je trouve que c'est parce que je trouve que ça va trop loin. Tu sais, Robert Lepage, quand il s'est fait accuser d'appropriation Ouais, culturelle, pour son écoute, spectacle. les humoristes, les comédiens, mais vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Mhm.
Écoute, sinon on arrête tout, là. Sinon, ça vaut pas la Mais peine. ça là-dessus, puis... Excuse-moi, je suis une Ah, mais il n'y a pas de passionnée. problème. Ben oui, il n'y a pas de problème. Puis l'idée d'un podcast aussi, c'est qu'on peut avoir un débat. Mais je pense que l'idée, par contre, puis j'utilisais souvent, parce qu'en humour, on s'en parle souvent, là, il y a eu tout le cas avec Mike Ward qui, Oui, heureusement, a gagné son procès. Puis je pense que tout le milieu artistique était très content de ça. Mais par contre, l'affaire de Robert Lepage, et c'est souvent un exemple que je donnais quand je jasais de ça, c'est, selon moi, je pense que comment dire, tu as encore le droit de dire ce que tu veux, sauf que maintenant, il faut que tu en assumes les conséquences. Puis je pense qu'elle est là, en fait, la différence, c'est qu'on dirait qu'il y avait une époque où est-ce que le contact direct avec le public était vraiment plus distancé. Mettons, avant, tu voulais te plaindre à, justement, je ne sais pas, moi, TVA. Avant, si tu voulais te plaindre, puis il fallait que tu envoies une lettre. C'est compliqué d'envoyer une lettre, là. Ben, je veux dire, aujourd'hui, là, mettons, avec... parce qu'on est rendu paresseux, c'est surtout Oui, ça. c'est ça, mais dans le sens que maintenant, la réaction du public, le backlash de quelque chose, tu peux l'avoir directement dans ta face sur Internet. Il t'arrive directement dans le visage. Alors que, Ouais. mettons, peut-être qu'à l'époque, il y avait le même nombre de personnes qui étaient fâchées, mais pas le même nombre de personnes qui pouvaient l'exprimer. Mais Guillaume, OK, je suis d'accord avec toi. Mhm. Est-ce que ces gens-là pourraient au moins s'identifier? Parce que Ça, c'est vrai. Ça, c'est la très vrai. majorité de ces gens-là ne s'identifient pas. Mhm. La majorité de ces gens-là font ça de façon anonyme. Mhm. Je n'ai aucun respect pour les gens qui font des commentaires en plus acerbes, Mhm. des commentaires extrêmement violents, Oui. agressifs, même haineux, Mhm. mais ils ne s'identifient pas. Ouais, Et c'est non, de la merde, ça. C'est de la merde. C'est complètement. définitivement. Voilà. Mais l'autre point que je voulais ajouter, mais ça, je suis parfaitement d'accord. Là, je veux dire, moi-même, quand j'étais jeune, j'ai beaucoup été sur Internet, puis je créais du contenu pour Internet, puis les gens qui t'insultent en étant anonyme. Mais en fait, les gens qui insultent sur Internet à la base, je veux dire, si tu n'es pas d'accord avec quelque chose, Ouais, tu sais, argumente-le de la bonne manière. Juste dire, exact. Apprenons à débattre. oui, c'est ça, exactement. Tu sais, juste de le dire, c'est une bonne chose. Mais puis le point que je voulais amener par rapport aussi à Robert Lepage, c'est que je pense, tu sais, on parle beaucoup maintenant de cancel culture puis tout ça. C'est l'un des gros termes présentement par rapport à justement la réaction d'Internet, ça. Puis moi, j'ai un peu une impression que la cancel culture, ça t'atteint si comme artiste, là, peut-être pas dans tous les aspects, mais comme artiste, ça t'atteint si t'en as quelque chose, si t'en as quelque chose à foutre, un peu. Dans l'idée, par contre, que, mettons la situation avec Robert Lepage, Oui. que finalement, il a arrêté sa pièce parce que justement, il y a eu toutes les accusations d'appropriation culturelle, nanana. Il y a une partie de moi qui se dit, mais s'il croyait vraiment en sa pièce, là, que sa pièce présentée de même, c'était vraiment la vision artistique qu'il voulait présenter, ben pourquoi il l'a arrêté d'abord? C'est pas lui qui l'a arrêté. On l'a arrêté. Le Mhm. théâtre a arrêté. Ils ont tout arrêté. Mais il aurait C'est pu, pas Robert, mais il aurait pu c'est pas trouver un autre Robert Lepage. théâtre. Oui, mais non, il y en avait, je pense qu'il n'y en avait même pas d'autres. Mais de toute façon, là, il n'y en a pas d'appropriation culturelle à partir du moment où tu joues la comédie. C'est ça le point. Moi, mon argument, il est là. Elle est où cette appropriation? Il n'y en a pas d'appropriation culturelle. Je m'approprie un rôle, je Mhm. joue un rôle, mais ce n'est pas une appropriation culturelle qui devrait être scandaleuse pour X, Y, Z, de minorité en plus. Non, je ne suis pas d'accord. C'est comme. À ce moment-là, on interdit à quiconque de jouer. Moi, ce que je trouve pathétique actuellement, c'est que des gens comme les cyniques, comme Yvon Deschamps Mhm. et plein d'autres humoristes ne pourraient même plus avoir le droit d'être sur une scène aujourd'hui avec le type d'humour qu'ils avaient. Tu comprends? Puis aujourd'hui, en plus, puis attends, là, il faut Mhm. faire attention. Ouais. Si on recule la cassette un petit peu, là, Ah oui, bah oui. tu parlais de Mike Ward. Mhm. Moi, je vais te dire, je suis pour la liberté d'expression, mais on ne peut pas dire qu'on est content de ce jugement-là dans la mesure où moi, Mike Ward, pour moi, ce n'est pas du tout mon type d'humour. Mhm. Et effectivement, il s'est attaqué à plus petit que lui. Mais en contrepartie, puisque j'ai lu beaucoup sur la question, en contrepartie, sa mère et lui-même euh, ont beaucoup aimé être au devant de la scène aussi. Mhm. Donc, à partir du moment, c'est toujours un risque, hein, à partir du Ouais. moment où tu veux être au devant de la scène, ben, il faut que tu assumes les coups s'il y a des coups qui arrivent. Tu sais? Alors, c'est pour ça que je suis satisfaite de ce jugement-là, Mhm. parce qu'il permet à la liberté d'expression de continuer d'être.
de continuer de vivre. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important dans une démocratie. Ah oui, c'est très vrai. Mais c'est ça, moi, je pense que le côté de Mike Ward par rapport à ça, en fait, c'est que je pense que Mike Ward a bien représenté ce que je perçois de la liberté d'expression, qui est un aspect de Mike s'est jamais empêché de dire ce qu'il veut. Il s'est jamais empêché de faire le type d'humour qu'il veut, mais il l'a tout le temps fait en étant conscient de qu'est-ce que ça allait faire. Comme par exemple, il en parle souvent dans son podcast, il va pas faire ses jokes les plus heavy dans un gala juste pour rire. Oui. Parce qu'il sait que le public n'est pas là pour ça. Il sait que le public, il le fait d'une manière consciente. Là, tu touches un très bon point. Les gens qui vont aller voir Mike Ward, moi, je n'irai pas parce que ça ne me convient pas. Ben Mais oui. les gens qui vont aller voir Mike Ward doivent assumer ce que Mike Ward va dire sur scène. Et je suis tout à fait d'accord et même heureuse d'apprendre, parce que ça, je ne savais pas ça, que Mike Ward filtre un peu son type d'humour lorsqu'il est à la télévision. Ça, je trouve ça bien le fun. Oui, c'est ça, exact. Mais c'est pour ça. Mais je pense puis c'est un débat, crime, qui est rendu là. Je veux dire, il y a des juges de la Cour suprême qui ont débattu pendant des mois pour le déterminer. Fait que je pense pas qu'on va régler ça aujourd'hui dans un podcast. Non. On parle comme ça, là. Mais c'est des questions qui sont vraiment pertinentes. Mais là, je vois que depuis tantôt, il y a le changement de fond d'écran qu'on s'est dit, qu'on s'était parlé avant. C'est-tu pas pire, celle-là? Qu'est-ce que tu en penses? Celle-là est vraiment pas pire. C'est ça. Ça, en gros, ce que vous m'avez conté, c'est quand vous avez fait un tour en. C'était quoi le nom de l'avion? C'était un CF-18. CF-18. C'est un avion militaire, c'est un supersonique. Et j'ai eu le grand honneur, en fait, juste pour te ramasser ça, c'est que j'avais donné une conférence sur la prévention du suicide aux soldats de l'armée canadienne à Bagotville. Et apparemment que j'ai fait du bien aux troupes, ils ont aimé ça. Et quelques mois plus tard, le colonel Paul Prévost de la base m'a offert un envolé en CF-18. Wow. Et je n'ai pas été malade. Puis ça, c'est très rare. Hein. Il y a très, très peu de civils qui peuvent justement avoir accès à ce genre d'envolée. Et j'ai été pendant 1h11 minutes et mon corps a accepté d'aller jusqu'à 5,8 G. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Ben, je connais le calcul, mais on dirait que je suis capable de... C'est 5,8 fois le poids de mon corps. Puis comme je ne suis pas mince, je peux te dire que ça te fait un lifting gratuit, ça. Aïe, mais ça, c'est quand même incroyable. Mais justement, vous faites quand même beaucoup de conférences, là, surtout depuis, j'imagine, la retraite. Ah oui, je n'ai pas arrêté. Ben, j'en donnais avant, mais non, effectivement, et puis je donne plusieurs types de conférences, un peu sur les thèmes dont je parlais tout à l'heure avec le livre Jeux dérangés, mais disons que ça peut être personnalisé, il n'y a pas de souci avec ça. Et j'ai un site web. Ben oui, Madame Cazin. Ben oui. Écoute. Rendu dans le futur. www.jocelyncazin.com et vous allez avoir toutes mes conférences. Parfait, très cool. Puis c'est ça, en gros, donc ça a été la couverture du livre J'ose déranger. Oui, J'ose déranger. Et ça, c'était publié en 2014. Et peut-être que tu vas être surpris d'apprendre, je ne sais pas si tu l'as lu, mon livre, mais la préface était de Marie-Mé. OK. Oui, monsieur. Mon et Dieu. de Éric Salvaille. Oh, OK. Ben oui, parce qu'Éric était un ami et Marie-Mé, c'était pas une amie, mais c'était quelqu'un que j'avais invité. Moi, je fais du bénévolat et j'ai été marraine d'une maison de jeunes, la maison des jeunes quelque part de Longueuil. Et on avait inauguré le premier centre de formation dans les arts de la scène en 2007. Et j'avais osé appeler le gérant de Marie-Mé pour lui demander si elle pouvait être là. Et elle a accepté avec grand plaisir. Alors, ça a été. Et puis après ça, je lui ai demandé, en 2014, je lui ai demandé si elle voulait préfacer mon livre. Puis à l'époque, Éric, c'était le gars, écoute, c'était l'animateur. Ben oui, il était partout. Mais à l'époque, c'est-à-dire fin des années 90, il était animateur de foule pour des émissions comme Le Point G avec pas Jocelyne Cazin. Moi, c'est Le Point G, mais c'est pas... C'est pas le même genre d'émission. C'est pas diffusé dans la même place. Le Point G avec Julie Snyder puis Jean-Pierre Coallier. Enfin bref, il était vraiment partout. Et je trouvais qu'il osait déranger, je trouvais qu'il était vraiment bon dans ce qu'il faisait. Ouais. Alors, je lui avais demandé aussi d'écrire ma préface.
Bon, évidemment, est arrivé ce qui est Il arrivé. a, il a osé déranger une fois de trop, c'est ça l'affaire. Il a osé Oui, déranger. donc il a été acquitté, en fait. Ouais. Voilà. Mais ça, justement, c'est l'affaire. Puis au pire, si jamais vous n'êtes pas à l'aise de parler du sujet, mais justement, comment c'est d'avoir quelqu'un? Parce que moi, mettons, quand toutes les affaires de MeToo, ces affaires-là qui se sont passées, mettons, moi, un questionnement que je me suis beaucoup posé pendant cette période-là, c'est que pour moi, mettons, qui est un jeune de 22, qui ne connaît pas ces gens-là, qui n'est pas dans cette génération-là du milieu artistique, c'était très facile pour moi d'être dans le jugement de comme cette personne-là, c'est un méchant agresseur, nanana. Ouais. Mais j'ai eu une réflexion qui était, mais c'est comment pour les gens qui les connaissent personnellement, ces gens-là? Puis là, ben, vu que vous me dites que, mettons, Éric Salvaire, vous avez été bien ami avec lui, ça a été quoi? Puis sans même parler du processus judiciaire, sans même parler de qui a raison, qui a tort, juste c'est quoi l'émotion Émotion, oui. d'avoir quelqu'un qu'on connaît, d'avoir quelqu'un avec qui on a des affinités qui se retrouve dans ce genre de situation-là? D'abord, la première réaction que j'ai eue, moi, à l'époque, c'est de l'incrédulité. Parce que moi, je ne connais pas cet aspect d'Éric. Évidemment, je ne suis pas son genre, c'est sûr. Puis en plus, je suis un peu trop âgée. Ça. Mais enfin, Je serais plus son type que vous, c'est ça l'affaire. mettons. Alors, c'est de l'incrédulité parce que je ne connais pas cet aspect-là d'Éric. Après ça, c'est de la tristesse. Après ça, c'est quel gâchis. Ce gars-là, il avait tout pour réussir. D'abord, il réussissait. Il avait tout pour être heureux. Et puis, du jour au lendemain, ça s'est effondré. Et ça, moi, je trouve ça triste et je trouve ça pathétique. Mais l'être humain n'est pas ni noir ni blanc. L'être humain a des nuances. Et moi, ce n'est pas un gars que je condamne. Ce n'est pas un gars que je renie non plus. J'espère juste que dans ce qu'il aura fait, s'il l'a fait, parce que comme je te dis, il a été acquitté, mais s'il a fait quelque chose de tordu, ben, c'est à lui de réfléchir sur cet aspect de lui-même, c'est à lui à demander de l'aide. Mais, tu sais, moi, je ne suis pas parfaite. Hein. Personne l'est, en fait. Si tu lis mon livre, Ma véritable identité, tu vas voir que je suis loin d'être parfaite. Puis j'ai fait des gaffes, puis j'ai, tu sais, je veux dire, j'ai commis plein d'erreurs dans ma vie. C'est sûr que j'ai rien commis pour aller en cours, pour être accusé de quoi que ce soit. C'est pas ça, mais c'est qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Oui, exact. Mais puis je pense qu'il y a aussi un point intéressant que vous avez amené. Moi, tu finis par arrêter de vous voyez, on dirait que c'est comme trop un réflexe naturel. C'est correct, c'est correct. Mais Du coup, il n'y a pas de souci, comme disent les Français. et voilà, exactement. Mais c'est ça, un point aussi intéressant, c'était vraiment l'aspect d'avoir un peu, d'avoir tout pour être heureux et de quand même réussir à, d'une certaine manière, justement, gâcher ça. Ouais. Puis en étant dans le domaine des médias, des gens qui sont dans des situations de pouvoir et qui changent, j'imagine, vous en avez vécu, Oui, vous en avez vu. oui. Puis on dirait que c'est quelque chose que je trouve bizarre. C'est quelque chose qu'on dirait que, je sais pas, là, c'est plus une réflexion ouverte, là, rendu, il n'y a pas vraiment de questions, mais on dirait que c'est bizarre de voir à quel point, au moment que tu as tout, tu sais, comme on en parle justement, Éric Salvaire, je veux dire, il était sur tous les plateaux, toutes les émissions le voulaient. Je ne suis pas dans son compte de banque, mais clairement, qui vivait plus que confortablement. Ouais, Mais pourtant, d'avoir autant de pouvoir et d'aller en chercher plus, ouais. ça C'est parce que ces gens-là, Guillaume, à mon avis, puis là, évidemment, on fait de la psychologie à Saint-Saëns, ben là, oui, exact. mais moi, je pense que ces gens-là se pensent intouchables. Mhm. Regarde Tiger Woods dans son domaine aussi. Tu sais, lui aussi, il s'est pensé intouchable. Gilbert Rozon, Weinstein, il y a plein de gens comme ça qui se pensent être des intouchables parce qu'ils sont au sommet de leur pyramide et ils pensent qu'il n'y a rien, rien, rien qui va pouvoir leur arriver. Mais non, ce sont des Exact. êtres humains comme tout. Puis moi, j'ai connu à d'autres niveaux, dans mon milieu journalistique, des gens qui sont extrêmement arrogants Mhm. parce que justement, ils sont au sommet de leur gloire. Mais tu sais, je m'excuse, c'est pas parce qu'on est journaliste, qu'on est comédien, qu'on est artiste ou que gérant d'artiste, whatever, qu'on est intouchable. C'est pas Ben vrai. non, À un exact. moment donné, ça finit, surtout maintenant encore plus avec les réseaux Mhm. sociaux.
sais, à partir du moment où il se passe quelque chose, tu te fais photographier, regarde Denis Coderre. Ben oui. Quand ça lui a coûté son élection, entre autres, là, quand il était photographié avec soi-disant son cellulaire à la main, alors que lui prétendait qu'il n'y avait pas son cellulaire à la main puis qu'il l'avait échappé. En tout cas, il a Hop dit là. n'importe quoi. Ouais, ouais. Non, mais il n'a pas été cru finalement, tu comprends? Exact. Il n'y a personne d'intouchable. Et Non. ça, toi qui es jeune, qui a 22 ans, ben, tu as la chance de l'apprendre très, très jeune. Exactement. Ben, puis le pire, c'est ça, vous parliez un peu du domaine parce que dans votre biographie, en fait, vous expliquez un peu que vous avez été la première femme à couvrir les faits divers à Montréal. Oui. Au Québec. Au Québec, c'est ça, au Oui. Québec. Fait que vous avez connu justement de rentrer dans un milieu qui est pas mal à la base un boys club, Ah, pas qui juste à est, la base. c'est ça qui l'est vraiment beaucoup. C'est totalement un boys club. Puis à l'époque, justement, ça a été comment de gérer ça, de rentrer dans un domaine principalement masculin, puis là, de devoir faire, hey, puis comme on voit avec déjà le titre de votre livre, J'ose déranger, clairement, Ouais. vous n'étiez pas le genre de personne à juste faire, oh, moi, reste dans mon coin, puis être tranquille. Ah non. Moi, j'ai toujours été la fatigante du bout. La fatigante du coin. Ben, écoute, Guillaume, je ne te cacherai pas que ça a été extrêmement dur. D'ailleurs, j'ai volontairement, à ce moment-là, perdu une certaine féminité pour être justement dans le Boys Club. Alors, peux-tu croire que je portais des bottes Kodiak? Oh mon Dieu, OK. Mais je n'avais pas l'armature de métal derrière, là. Mais quand même, OK. Mais je portais des bottes Kodiak, je portais des jeans, une chemise jeans, parce que ben, c'est sûr, quand tu es sur les faits divers, que tu couvres justement des incendies, des meurtres, des crimes de toutes sortes, tu ne vas pas là en talons hauts, n'est-ce pas? Non, exact. Alors, donc, j'ai volontairement perdu une certaine féminité pour justement me fondre dans ce boys Mhm. club. Puis Euh, est-ce que ça a été quelque chose, est-ce que, mettons, à l'époque, ça pesait ou c'était quelque chose qui était comme, oh, c'est normal, it's part of the game? Ah non, ça a toujours pesé. Puis combien de fois, moi, je suis retournée chez moi, puis je pleurais, j'étais en larmes parce que je me faisais écœurer sur le terrain. Et il y a un gars qui m'a aidé. Un gars, d'ailleurs, j'en parle dans ma véritable identité. Yes. Devine qui? Euh, Ah mon Dieu, je sais pas. C'est quelqu'un de TVA, j'imagine? C'est quelqu'un qui a travaillé à TVA, Qui a qui a travaillé à travaillé à TVA? la radio. Euh, il Ah est pas mon Dieu. mal moins présent maintenant, évidemment, parce Ouais. qu'il a 80 ans et plus, là. Claude Poirier. Ah ben oui! Ben Claude oui. Poirier, sous des airs un peu tough, puis tu sais, il aurait pu être le misogyne parfait. Au contraire, il m'a aidé la nuit quand on était sur des événements. Après ça, on allait dans un petit restaurant sur la rue Saint-Hubert. En tout cas, bref, ce Mhm. gars, puis je l'ai vu dernièrement et il était content de me voir, puis il était content du succès que j'ai eu finalement dans ma vie professionnelle. Et c'est un gars pour qui j'ai beaucoup d'estime et d'admiration. Mhm. Ben oui, ce monsieur-là a de l'air vraiment. Tu sais, il y a comme le personnage autour Ouais, qui est rendu un ouais. peu mythique, qui est rendu un peu. Puis ben en fait, je veux pas spoiler rien parce que là, c'est pas enregistré, c'est pas officiel, mais c'est quelqu'un que je prévois recevoir au podcast. Bien, certain, pourquoi Puis pas? c'est vraiment là, Tu vas avoir du plaisir. va avoir beaucoup de plaisir. Puis surtout, c'est ça, c'est qu'il y a tellement un aura autour de ce personnage-là. Oui, Là. oui. Mais pourtant, l'homme derrière, 10-4, le fameux 10-4, ça c'est drôle, j'ai eu un appel récemment avec lui. Puis il a fini l'appel en disant 10-4. Mais je suis comme, mais Claude, on n'est pas en onde de rien Non, comme. non, mais c'est sa signature. C'est C'est ça. carrément sa signature. Tu sais, une autre personne que tu pourrais recevoir, à moins que tu y aies déjà pensé, qui lui aussi, la personne dans sa vie privée, puis le personnage à la radio ou à la télé, c'est tellement différent, c'est Gilles Proulx. Gilles Proulx. Gilles Proulx, je pense que j'ai moins connu Ah, l'époque de Gilles Gilles Proulx, Proulx. là, c'est extraordinaire parce que lui, en ondes, là, il casse la baraque, il grimpe après les rideaux. Tu sais, il est vraiment là, hors contrôle. Mhm. Alors que dans sa vie privée, c'est l'homme le plus charmant et le plus gentil qu'il y a. OK. Ouais, Mon Dieu. tu regarderas sur Gilles Proulx, là, tu vas voir, c'est tout un personnage Ben aussi, oui. ça. Mais ça, c'est fou aussi. Puis c'est des questions que je me pose beaucoup maintenant avec l'humour, justement. Ben oui, C'est à quel point il y a une énorme différence entre le personnage public et la personne. Puis l'un des meilleurs exemples de ça, je pense, c'est Louis-José Hood, là, qui a tout le temps été reconnu par le passé comme ah, lui, il est énergique, coudon, il est tout ça à coke.
mais que quand tu le regardes en entrevue puis dans la vie de tous les jours, c'est sûrement l'homme le plus calme et réfléchi Ah oui, du oui, oui. milieu humoristique québécois. Ah oui. Ben, tu sais, je vais prendre mon propre exemple. Mhm, Moi, les gens, quand je donne des conférences ou quand je suis avec des amis, en tout cas, quand je suis dans ma vie privée, les gens n'en reviennent pas comment j'ai de l'humour. J'ai beaucoup d'humour, moi, dans mes conférences. mhm, J'aime ça. J'ai appris à avoir le sens de la dérision mhm, et j'ai beaucoup appris à avoir le sens de l'autodérision. Et mhm. je te dirais, mon cher Guillaume, que c'est presque ça qui m'a sauvé la vie. Ah ouais? Oui, moi, dans mes moments de désespoir, dans mes moments Mhm, d'insécurité, dans mes moments de rejet, de mhm, sentiment de rejet, je ne dis pas que mhm. j'ai été rejetée tout le temps, mais j'ai eu beaucoup ce sentiment de rejet, moi, dans ma vie. Et l'humour et surtout le sens de l'autodérision, c'est vraiment ça qui m'a sauvée. C'est vrai. Est-ce que ça a été justement un peu, comme on parlait tantôt, la période où il faut. Parce que ça, c'est une affaire qu'on se jase beaucoup entre humoristes, que des fois, l'humour, c'est un peu un mécanisme de défense pour se faire Un accepter. exutoire. Un exutoire. C'est ça, ben, c'est un exutoire, mais c'est aussi un peu une manière de se faire accepter, de faire ah ben si je fais rire, ça veut dire que les gens m'apprécient. Oui. Puis justement, mettons, quand on parlait de la période plus sombre, de commencer, d'être dans un milieu principalement masculin, de devoir un peu sacrifier de toi, est-ce que justement c'est là que l'humour a aidé justement à faire ah ben je vais être drôle, ils vont m'accepter? C'est-à-dire que ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça. OK. J'étais à l'époque assez cassée, puis écoute, tu sais, j'étais comme une barre de métal, là. J'étais Mhm. pas drôle du tout, moi, là, parce que justement, j'étais tout le temps sur la défensive avec mes gars Mhm. avec qui je travaillais. Donc, et un jour, je pense que j'avais 32 ans, autour de ça, 33 ans, et c'est Jacques Camiran, qui était un excellent journaliste à CKAC, puis ensuite à TVA. Jacques Camiran qui un jour m'a dit, Jocelyne, tu sais, tout passe tellement mieux par l'humour. Mhm. Essaye d'adopter ça dans ta vie. Autrement dit, plutôt que de répondre agressivement, réponds par l'humour. Tu vas voir que c'est bien plus le fun, puis c'est plus facile à vivre. Et j'ai adopté ça. J'ai adopté ça, puis depuis ce temps-là, moi, c'est assez rare que je me fâche. J'ai eu Mhm. une période difficile après la mort de Gaëtan Giroir, Mhm. où Qui là, était votre co-animateur à JE à co-animateur l'époque? à JE. Mhm. C'est sûr, écoute, j'entrais dans ma ménopause. Mon best friend, mon ami, mon collègue de travail se suicide, puis en Mhm. plus, j'arrête de fumer. Puis je peux te dire que C'était j'ai été pas. une grosse fumeuse. Aujourd'hui, je suis juste Ouais, ouais. grosse. Mais oui, ça, c'est une affaire. Ben, en fait, je dis ça, c'est une évidence, là, mais qui a dû être extrêmement difficile là, de perdre votre co-animateur en 99, c'est ça? Oui, le 14 janvier 99. 14 janvier 99. Oui. Puis si jamais vous n'êtes pas à l'aise d'en parler, écoute, il y a vraiment zéro pression. Non, j'en ai tellement parlé que. Mais, mais ça a été comment d'apprendre ça? Puis surtout, en fait, vu que c'était un collègue de travail, j'imagine presque de tous les jours. Là. Ah, c'était pas de presse, c'était un collègue de travail de tous les jours, Ça, mais c'était plus qu'un collègue. D'ailleurs, il me disait que j'étais sa grande sœur. Alors, tu sais, on était comme ça, là, on était les deux doigts de la main, c'était extraordinaire. Alors, évidemment, ça a été un choc. Mais tu sais, il y a d'autres bons sujets, puis comme tu es un humoriste, mais moi, si ça vous intéresse, j'en parle dans mes deux livres, j'en parle dans mon parfait. chapitre sur les deuils dans J'ose les ranger, et Mhm. j'en parle encore beaucoup plus dans ma véritable identité parce que je raconte son processus suicidaire parce que OK. beaucoup de gens pensent qu'il a été assassiné par les Hells Angels, ce qui n'est pas vrai. OK. Gaëtan Giroir s'est suicidé parce qu'il était en dépression profonde et moi, j'ai vu venir sa dépression parce que 2 jours Mhm. avant, je l'ai convoqué pour le brasser un peu. Ouais. Mais je ne comprends pas pourquoi les gens ne veulent pas. C'est comme si les gens ne veulent pas admettre qu'un gars aussi costaud que Gaëtan Giroir, aussi success story, écoute, Mhm. c'est un succès sur 2 pieds avec une femme, 2 belles petites filles. Ouais. L'avenir était devant lui. C'est comme si les gens disent, mais non, ça ne se peut pas que ce Mhm. gars-là se soit suicidé, donc il a été tué. Ouais. Mais cette relation-là n'est pas bonne à faire. C'est Ben non, vraiment. vraiment pas. Puis surtout, ben, en fait, il y a ça dans les étapes du deuil, que la première étape, c'est le déni. Puis on dirait que ces gens-là sont encore bloqués à la première Oui, étape oui, tout d'être à en. fait. Puis ça a été ça dans mon cas. Ça a été la colère. Moi, j'ai vécu de la colère, évidemment de la tristesse. Puis
En plus, la preuve encore aujourd'hui, c'est que les gens, même après 21 ans, m'en parlent encore. Parce que, qu'est-ce que tu veux, on a été, quand même, JE, ça a été l'émission d'affaires publiques la plus écoutée, puis c'est comme devenu une institution dans le monde des médias. Alors, et puis l'équipe que nous faisions, Gaëtan et moi, c'est vraiment mythique aussi. Ben oui, exactement. Puis je pense aussi, c'était à une époque, j'ai l'impression, où est-ce que c'était moins discuté la dépression, que c'était moins discuté les problèmes de santé mentale? C'était pas discuté du tout, c'était Vraiment même pas. tabou. C'était un C'est ça. sujet tabou. Puis tu Mhm. sais, on en parle encore, on en parle aujourd'hui, c'est sûr, mais je pense qu'on pourrait en parler encore plus. Oui. Je pense il faut carrément démystifier tout ça. Mhm. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Vraiment pas. Et les gens autour de cette personne qui est en dépression, il ne faut pas qu'elles aient peur aussi de téléphoner, Ben oui, de donner un coup de fil, puis de vraiment. dire comment tu vas aujourd'hui. On dirait, Mhm. je ne sais pas comment ça se fait, mais on dirait que, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui ont cette réaction-là, plutôt que de se rapprocher de la personne en dépression, Il elle, s'éloigne. elle s'éloigne. Mais ça, Mhm. je trouve ça triste. C'est la pire affaire. Mais même, puis je suis très d'accord avec ben, je suis très d'accord en fait avec ce propos-là, là. Même moi, en fait, j'ai remarqué, moi maintenant, je prends des antidépresseurs, mais c'est pas pour la dépression, c'est pour l'anxiété, en fait. Ah bon? C'est pour des crises de panique. Puis, ben, justement, j'en parle de même ouvertement parce que pour moi, c'est comme, tu sais, je vais bien. C'est juste, j'ai un problème mental qui est l'anxiété. Puis le sport, comme par exemple, moi, le matin, je Mhm. m'en vais faire mes longueurs de piscine. Mhm. Parce que moi, je suis une personne anxieuse aussi. Ben oui. J'ai jamais pris d'antidépresseur, Mhm. je ne prends pas de pilule, Mhm. mais par contre, je fais du sport. Et pour moi, le sport, c'est le meilleur antidépresseur qui existe. C'est vrai, mais moi, l'affaire qui s'est passée, de la raison pourquoi parce que, mettons, avant, j'étais vraiment capable de les contrôler, puis c'était vraiment par faire mes affaires, par juste vivre la vie. Ça sonne weird, mais Oui, c'est oui. ça, exactement. Mais il y a eu un moment où est-ce que là, j'ai vraiment eu de la difficulté, que même avec toutes les techniques que j'avais apprises, même avec toutes les affaires que j'ai réussi à faire, Ah oui. il y a eu une période quand même très récente en plus où j'avais des crises de panique. Puis c'était comme Ah oui. puis c'était mes premières crises de panique depuis, mettons, 10 ans. Et c'est là qu'en fait, je suis allé voir mon médecin de famille, puis elle m'a prescrit ce qu'on appelle de l'escitalopram, qui est en fait vraiment, c'est la base des OK. antidépresseurs. Là, c'est la dose la moins puissante, en fait. Et aussitôt que j'ai commencé à prendre ça, j'ai développé aucun effet secondaire et ma gestion de l'anxiété est devenue vraiment plus facile. Fait que moi, c'est quelque chose, justement, ben, on parle justement de Indication. à quel point c'est tabou la santé mentale, mais même aussi les manières de régler les problèmes de santé mentale sont très tabous. Oui. Puis c'est pour ça que moi, mettons, de parler de mes. Tu sais, des fois, j'étais à l'école, puis là, je suis comme, ah, matin, j'ai pas eu le temps de les prendre, fait que je vais les amener, puis je vais les prendre à l'école. Puis des fois, en les prenant, des fois, il y a du monde qui ont de l'air mal à l'aise, de comme, ah, il va-tu bien? T'es-tu correct, Guillaume? Puis c'est comme, oui, je suis 100% bien. Si je prends ça, c'est parce que justement, en ce moment, je vais bien. Est-ce que je peux te parler d'un autre produit et qui est un produit naturel qui Tu peux? qui m'a énormément aidé? Mhm. Quand ma mère est tombée malade, ça c'était en 2011 parce qu'elle est Mhm. morte en 2012, j'ai commencé à faire des crises de psoriasis. Tu sais ce que c'est OK. que le psoriasis? J'ai déjà entendu le nom, mais je ne sais pas c'est quoi. C'est une forme de maladie de peau, là. C'est épouvantable. Écoute, j'avais des craquelures partout, là. J'avais des crevasses. Écoute, c'était épouvantable. C'était des Grand Canyon partout sur les OK. mains et sous les pieds. Si bien qu'à un moment donné, j'avais même de la difficulté à marcher parce que ça OK. craquait de partout. Et j'ai une amie naturopathe Mhm. qui, elle m'a dit, Jocelyne, essaye le millepertuis. Millepertuis. OK. Ça, c'est justement, c'est comme un antidépresseur, mais naturel. OK. Hein? Ça te calme. Eh OK. bien, je te jure, au bout de 3 mois, mes mains sont redevenues comme avant, mes Hmm. pieds la même chose. Écoute, puis je ne suis pas Jésus-Christ, là. Ben non, non, man. Mais je te jure, c'est extraordinaire. Le millepertuis, si jamais ça te tente d'essayer ça, c'est un produit naturel. OK. Et je n'ai aucune action avec la compagnie. Non, ouais, c'est ça, parce que c'est ça l'affaire qui est importante avec les réseaux sociaux, là. Des fois, Oui, oui, tout- j'ai tout- aucune action les- avec la les- compagnie, mais ça m'a tellement aidé. Mhm. Mais est-ce que justement vous êtes beaucoup là-dedans dans les produits naturels, mettons, pour
Oui, moi je prends mon huile de poisson tous les matins. OK. Je prends aussi glucosamine, chondroïtine. Ça, Mhm. c'est pour mes problèmes de dos parce que j'ai commencé à faire de l'arthrose. Tu comprends que OK. Ben quand oui. on vieillit, ça va avec. Alors, je prends ça. Et puis je prends des complexes B aussi. OK. OK. Vitamine D, c'est très bon. Ça, Mhm. c'est un énergiseur. OK. Et puis, je suis ben là, au moment où on se parle, parce que je sais que je sais plus quand est-ce que ça va être diffusé, le podcast, mais en tout cas, au moment où on se parle, je suis en Floride. Et Oui. tu sais, attends un petit peu, ma Ouais, Floride, on a les belles photos de la Floride. oui, puis avec ma nouvelle, attends un peu, oups, un instant, comme ça, avec ma nouvelle voiturette de golf, je me suis payé Wow. la tête. Alors, donc, je suis en Floride et je prends aussi du jus d'orange de la Floride, OK. des oranges fraîches que je presse. Et ça, c'est tous les matins aussi. Ah non, écoute, Ça doit être bon, là. je mets quand même le matin, c'est du jus d'orange. Le jour, c'est de l'eau. Puis après 5 heures, c'est du vin. C'est le menu de la journée, le menu des vacances de la Floride. Je suis assez épicurienne, mais il Ben oui. paraît qu'il ne faut pas dire épicurienne parce que Épicure n'était pas si le fun que ça. Alors, OK. il fallait qu'il faut dire hédoniste. Oui, oui, c'est vrai, hédoniste, Alors, je suis plus c'est un autre terme hédoniste qu'on m'a appris. qu'épicurienne. D'accord. Mais justement, mettons le côté hédoniste. Ben, vous savez quoi? On va faire chronique voyage. Au Voilà, chronique voyage. chronique Yeah. voyage avec Jocelyne Cazan. Mais, Yeah. mais je me demande, mettons, à Montréal, là, les meilleurs restaurants, selon toi. Ouf, Meilleurs ben là. restaurants à Montréal. Non, mais attends, là, Guillaume. Avec la COVID, penses-tu qu'on est allé au restaurant? C'est un bon Alors, point. je suis Très bon point. complètement. Je suis complètement off, là. T'es plus dans l'actualité de. Plus du tout dans l'actualité des restaurants. Écoute, Mais, je te dirais que ça fait au moins 2 ans que je ne suis pas allée au restaurant. mais mettons, existant ou même inexistant, mettons, même si c'est des restaurants de l'époque. Ah ben tiens, je vais t'en donner un. Oui, c'est vrai, je suis allée cet automne, en fait l'automne dernier. Mhm. Ça s'appelle Vino Rosso. C'est OK? un restaurant italien sur le boulevard Henri Bourassa, tout près de Marcel-Lorrain, à Ville-Saint-Laurent. Mhm. Écoute, honnêtement, ça a l'air de rien parce qu'on dirait on dirait un édifice à bureau. Mhm. OK? OK? Mais au rez-de-chaussée, là, tu as ce restaurant-là, des vrais Italiens, de la vraie bouffe italienne. C'est OK. excellent. Vino Rosso. Vino Rosso. Puis est-ce que c'est le genre. Est-ce que c'est le genre de restaurant qui a un aspect un peu chic ou c'est le genre de restaurant que tu es comme. On dirait que tu rentres dans un petit resto italien. Non, c'est assez grand quand même. C'est assez Et grand. puis, oui, et puis l'été, ce qui est sympathique, c'est qu'il y a la terrasse, Mhm. carrément dehors. Alors, tu manges dehors. Puis même à l'automne, il ne faisait pas froid, il faisait pas si chaud que ça quand je suis allée. Puis Ouais. ils ont sorti les espèces de grosses chaufferettes. Alors, non, Oui. vraiment, là, puis le personnel est vraiment bien. Là, tu sais, c'est un petit air d'Italie, là, Vino Ben oui. Rosso. Ah, c'est parfait. Ben justement, est-ce que. Parce que là, en plus d'être hédoniste, vous avez voyagé beaucoup. J'ai voyagé justement l'automne dernier. Je Mhm. suis allée, ah ben tiens, je ne sais pas si c'est une primeur que je vais t'annoncer, mais je OK. suis en train d'écrire un troisième livre qui est Ah, mais cette fois un roman fiction, un polar, dont, OK. dont une partie de l'intrigue va se dérouler en France. Ah, c'est hot, ça. Alors, c'est pour ça que je suis allée en France l'automne Mhm. dernier. Je suis allée faire de la recherche, je suis allée rencontrer des gens, je suis allée voir et visiter le lieu où aura lieu l'intrigue en question. En tout cas, et bon, toi, tu es dans un monde imaginaire avec l'humour, hein? D'une Alors, certaine moi, manière. oui, Ouais. eh bien, moi, je suis entrée dans un monde que je ne connaissais pas, Mhm. le monde imaginaire, parce que j'ai toujours écrit la vérité, la réalité Mhm. comme journaliste. C'est Puis vrai. mes 2 livres que j'ai écrits, c'est ma biographie. Et là, je suis entrée dans un autre monde. Guillaume, c'est fascinant. Toutes les libertés que je me permets, Ben oui. toutes les fantaisies que je me permets et toutes les lubies mettons, que j'ai eues dans ma vie et que je laisse entrer dans tel ou tel personnage. Mhm. Extraordinaire. Ben oui. J'adore ça. Mais oui, l'écriture de C'est de fiction, l'ouvrage. c'est de C'est de l'ouvrage. C'est vraiment de ouais, l'ouvrage, mais. surtout un polar, parce Mhm. qu'il faut que je sois précise, mais ça va être un polar avec un polar historique. Autrement OK. dit, il va y avoir beaucoup d'histoires vraies Mhm. et d'éléments historiques
des endroits vrais Mhm, mhm. euh, qui seront ajoutés dans du faux, dans OK. ma fiction. Ben oui. Ben, je pense que c'est comme la plupart des fictions, en fait. Là, il y a tout le temps un aspect de vérité. Comme moi-même en humour, oui, il y a de la fiction, mais ça reste principalement, puis ça dépend l'humour de qui, mais moi, mon humour en tant que tel, c'est vraiment, je prends des affaires que j'ai vécues ou que j'ai observées ou que tout ça, mais qu'après, j'exagère fois mille. Sinon, si je faisais juste raconter la pure vérité, ben, ce serait pas drôle. Ben là, je vais te poser la question qui tue. OK? Bon, comme tu sais, je connais ta maman, puisque ta maman a été ma recherchiste Exactement. à l'époque dans la mire, entre autres. Oui. Est-ce que tu ris de ta mère des fois? C'est oui, oui, des fois, dans certaines blagues, mais on dirait que je me fais tout le temps une espèce de contrat moral de, tu sais, que ce soit tout le temps bon enfant, puis Pas jamais. méchant. Ben, c'est ça, exactement, pas méchant. Puis, tu sais, je veux dire, ma mère, c'est quelqu'un que j'adore plus que tout au monde, je veux dire. Et tu lui Puis, ressembles d'ailleurs. ben, merci beaucoup. Moins la barbe. Ouais, ouais, j'imagine. Mais quoi que des fois, quand. Non, je ne vais pas aller dans ce joke-là. Je veux pas. Je viens de dire que je ne veux pas faire des jokes méchantes sur ma mère et première affaire que je fais, c'est ce. Et voilà. Je remplis même pas mon propre contrat moral. Mais, Ouais. euh, mais c'est ça, c'est vraiment que ce soit tout le temps dans le respect et surtout, tu Ouais. sais, de ne pas la nommer parce que c'est quand même un aspect. Ben, en même temps, ma mère, je veux dire, elle travaille dans les médias, donc Oui. la vie publique est quand même un aspect de sa vie, mais elle n'a pas choisi d'être devant les caméras. Non, elle a Fait que choisi de rester derrière elle. Puis ça, c'est quand même un côté éthique qu'on discute à l'humour de, tu sais, à quel point tu peux parler des autres qui, eux, n'ont pas voulu être. Ben, tu sais, tantôt on parlait du petit Jérémy, mais qui, lui, a totalement décidé d'être dans l'œil du public. Ben oui, puis sa mère en rajoute en plus, si j'ai Ex- bien compris. ouais, c'est ça, exactement. Mais d'un Ouais. autre côté, de parler de gens, de nommer des gens qui, eux veulent juste vivre leur vie, puis même quand c'est dans ta famille, des fois, ça peut être quelque chose de touché Oui, oui, absolument, dans le domaine absolument. de l'humour. En tout Mais cas, tu la salueras. Je garde un excellent souvenir de Josée. ben, Oh, super. Je vais dire, bon, ben, on va falloir biper. On vient d'acheter de la job de montage. Mais, c'est ça. mais ça, c'est une affaire aussi qu'on avait un peu discuté avant l'entrevue. Mais tu es une grande fan d'humour. Oui, Tu es une grande fan d'humour parce que tu as parlé de l'humour dans ta vie, l'autodérision, mais tu es aussi une fan d'humour, juste vraiment ah, tout les à fait. spectacles. Tout à fait. Justement, ce matin encore, j'écoutais, je ne sais pas si ça dit quelque chose, Sandrine Saroche. Sandrine Sarah, je ne connais pas. Alors, Je écoute, la connais pas. on parlait des Yel tantôt. Oui. Elle fait tout sous l'air de Notre-Dame de Paris. Belle. Ah, Ta-da-da-da. OK. Alors, Yel. Ta-da-da-da-da-da-da. OK. Il faut que vous écoutiez ça, c'est du bonbon. Évidemment, elle se fout de la gueule du Yel puis du petit Robert. Là. Mhm. Alors ça, c'est une des humoristes françaises que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi Blanche Gardin. Je sais pas Oui. si... Blanche Gardin, d'ailleurs, elle est venue à quelques reprises au Québec. Puis elle a Mhm. même un spectacle d'humour sur les Québécois qui est vraiment un Ouais. bijou. Il faut écouter Blanche Gardin. Ce Mhm. que j'aime faire, moi, Guillaume, des fois, je me couche puis j'ai de la misère à m'endormir. Alors, je vais chercher des humoristes québécois ou même Mhm. français, comme j'aime beaucoup Fernand Reynaud, OK. Raymond DeVos, c'est Oui. des humoristes. Évidemment, là, c'est une autre génération, là, Mhm. qui ne sont même plus vivants. Mais c'est de l'humour fin. Je suis Mhm. allée voir, entre autres, Pierre Richard à la Place des Arts. Je ne sais pas si tu... Pierre Richard, OK. qui est un grand acteur. OK. Un des films où il a joué, c'est, voyons, ça a été un des titres, en tout cas, je ne m'en souviens plus du titre, Ouais, là, je mais tu ne iras serais pas voir capable de Pierre placer. Richard. Pierre Richard, c'est vraiment un grand acteur, mais aussi un humoriste. Et Mhm. c'est là, d'ailleurs, que comment je te dirais, que j'ai pris conscience qu'il était possible de faire de l'humour sans sacrer. Mhm. Oui, c'est ça. Sans blasphémer. Tu peux être drôle puis tu n'es pas obligé de Mhm. sacrer. Et d'ailleurs, ça m'a valu une volée de bois vert. OK. Euh, En 2010, j'ai été invitée à l'émission Tout le monde en parle. Mhm. Et à côté de moi, il y avait Jean-François Mercier, dit le gros cave. Oui, le fa, oui, ben oui.
C'est sûr que si Mais on n'aime pas l'humour où est-ce qu'il sacre, Jean-François oui, Mercier mais n'est plus. attends, il est loin d'être un gros cave. Oh non, vraiment pas. Est-ce que tu Oui. sais que c'est un actuaire, ce gars-là, de formation? Je pense que j'en ai sûrement entendu parler. Jean-François Mercier, Ben oui. là, dit le gros cave, c'est un actuaire. Alors, Mhm. je lui lève mon chapeau d'être descendu aussi bas. Non, Mais pas juste ça. J'ai l'impression que une Jean-François blague. Mercier. C'est une blague. Mais Jean-François Mercier, des fois aussi, dans son humour, vu que justement il y a de la vulgarité, des fois, on dirait qu'il y a des gens qui ne voient pas dans son humour aussi qu'il y a quand même une fine écriture. Ben oui, absolument. En Mhm. tout cas, tout ça pour dire que Ben oui. pourquoi j'ai mangé une volée de bois vert, c'est que Mhm. pendant l'émission, parce que lui, à ce moment-là, en 2000, attends, c'était en 2010, il se présentait pour le parti Rhinocéros sur la rive sud de Montréal. Oui, oui, oui. OK, puis là, évidemment, il espérait ne pas être élu, mais il se foutait de la gueule de la politique et des politiciens, Mhm. puis il sacrait, puis moi, je disais à ce moment-là, pour moi, un Québec qui sacre, c'est un Québec qui s'en sacre. OK. OK? Puis, Ouais. en tout cas, je pense qu'ils n'ont pas aimé ça parce que Mhm. depuis ce temps-là, tout le monde en parle, me boycotte, ils ne veulent plus m'inviter. OK. Ben, regarde, c'est pas Mon grave, je Dieu. n'ai pas besoin d'eux pour vivre, là, mais je trouve ça juste plate parce que moi, j'ai exprimé mon opinion. Mhm. Mais j'ai beaucoup de respect pour Jean-François Mercier. Ben C'est un oui. gars que j'aime Mhm. beaucoup. Et je suis convaincue que dans sa vie privée, comme Peter McLeod d'ailleurs, Mhm. Peter McLeod, il ne sac pas dans sa vie privée. Ah ouais? Pourtant, il sac en temps. Euh, Ah ouais, mais ça, je ne savais pas que dans sa vie privée, il ne sacrait pas. apparemment, il ne sac pas du tout. Ah ouais. Ça, c'est. Tu vois, Mais il y a me le semble que c'est quand même testament. bizarre. Mais c'est quand même bizarre comme sur scène, tu sacres au bout, mais dans la vie privée, c'est là que tu décides de ne pas sacrer. Ben, attends un peu. Qui est-ce que j'ai entendu en entrevue? Un des humoristes. Tu vois, par exemple, un des humoristes que j'adore, c'est André Sauvé. Oui. Il ne sac pas beaucoup. Il sac peut-être deux, Mhm. trois fois, mais c'est pas dans sa palette. Non, exact. Et pourtant, il a un humour extrêmement fin. Mhm. Euh, tu as plein d'humoristes qui sont formidables puis Mhm. qu'ils ne sont pas obligés de sacrer. Ah oui, exactement. Je te passe le message. Mais l'affaire, moi, puis on en a discuté un peu à l'école de l'humour, de l'idée de sacrer ou pas Ouais. en humour. Puis, parce que moi, mettons, moi, ce que j'en pense, là, puis ça vaut ce que ça vaut, c'est c'est que c'est plus, mettons, un outil dans une boîte à outils que tu peux te servir ou ne pas te servir. Puis j'ai l'impression que, comment dire, parce que j'ai l'impression que les sacres viennent quand même d'une certaine histoire. Il y a quand même une histoire derrière le sac, il y a quand même une. Tu sais, je veux pas non plus dire que c'est l'affaire la plus intelligente au monde, mais il y a quand même un historique, tu sais, surtout les sacs québécois, qui viennent quand même de l'histoire, la relation qu'on a eue avec la religion au Québec. Fait que j'ai l'impression quand même que Je comprends ce que tu dis. Mais ton outil, moi, j'appelle ça une béquille. Ben, c'est sûr qu'il y en a que c'est une béquille. Ça, Ben oui. 100% qu'il y en a Parce que c'est une qu'il béquille. y en a qui manquent de mots. Mhm. Alors, pour remplir la phrase, tu sacres. Ah, ça, c'est sûr. Il y en a qui ont une béquille. Mais je pense qu'il y a aussi des humoristes là-dedans que le sac. Je pense qu'il y en a que le sac peut être un choix artistique aussi, de faire je veux représenter tel genre d'humour. Ben, tu sais, déjà, l'idée, par exemple, d'un humour plus populaire, mais même ça, je suis pas vraiment d'accord de dire que le sac, c'est nécessairement quelque chose de populaire. C'est drôle pareil, sans sacrer. Enfin, tu sais, ça, c'est mon point de vue qui vaut rien, là, finalement, là, en bout de ligne. Ben, il n'y a pas de Mais, problème. mais je pense que tu peux très bien faire rire les gens sans être obligé Mhm. de sacrer. Puis, sincèrement, je pense que c'est beaucoup plus dans la. Écoute, la plupart des humoristes qui sacrent à tout bout de champ, là, aux trois, quatre mots, là, Mhm. c'est carrément de la béquille, ça. Ah oui, mais ça, c'est ça. Comme je dis, ceux qui Pour moi, là. l'utilisent, mais ceux Ouais. qui l'utilisent À parce outrance. que. Oh oui, exactement. Ouais. Mais c'est quand même de quoi que j'ai une perception. Ben là, il y a des fleurs. Je peux pas parler de sacré quand il y a des fleurs. C'est beau comme paysage. Ça, C'est un c'était très beau en paysage. Normandie. OK? C'était en Normandie, entre entre Vire et le château de Grémonville. Et le château de Grémonville appartenait à une de mes petites cousines, donc la Mhm. cousine germaine de mon père, qui s'appelait Micheline Ostermeyer et qui a OK. été championne olympique 3 fois et une grande concertiste, une grande pianiste de concert. OK. Imagine-toi, dans un même corps humain, là, Mhm. la bonne femme, elle est championne olympique au lancer du javelot et du disque. Et Mhm. en même temps,
elle va te faire un concerto numéro 1 de Rachmaninoff en ré mineur. C'est C'est le grand plaisir et le grand honneur d'aller dans son château, ça a été quelque chose. ben, c'est surtout, ben, mon Dieu, c'est beaucoup de talent en une personne. C'est ça. Oui, oui, oui. Tu iras voir sur Mhm. Wikipédia, Micheline Ostermeyer. OK. Ben, écoutez, Jocelyne, Écoute, on a eu un très... Jocelyne, Écoute, Jocelyne, on a passé un très bon moment. c'est pas Merci déjà beaucoup. fini. Ben, on est rendu sur notre heure, là. On est Ah rendu. ben, voyons donc, ça Mais a passé vite. ça a passé vraiment vite. Ça a été très plaisant. Puis, ben, premièrement, Jocelyne Cazin, là, c'est le moment où est-ce qu'on peut dire. Ah, Ben, c'est je vrai. l'ai. Mais je l'ai dit pendant le podcast, là. Je pense qu'on. Non, 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 je pense que tu avais oublié de me présenter. Je ne t'en veux pas. Non, c'est bien correct. Mais en gros, c'est ça. Vous avez donc 2 livres en ce moment qu'on peut aller chercher autant. Est-ce qu'ils sont disponibles en librairie? Oui, alors, OK. ben, évidemment, ma véritable identité est disponible en librairie. Par contre, J'ose déranger, c'est plus difficile maintenant parce que ça date de 2014, mais tu peux toujours le commander. OK. Et ce qui est fantastique, c'est que les 2 livres se vendent en numérique, C'est mais ma ça. véritable identité se vend maintenant en audio. Et j'ai eu Oh! le grand privilège de faire la voix pour De faire enregistrer l'audio de son propre livre. de mon propre livre. Alors, ça, Parfait. c'est vraiment un cadeau que je me suis offert et c'est extraordinaire. Alors, ma véritable identité, c'est libre expression, Yes. alors que J'ose déranger, c'est publicitaire. Parfait. Ben, écoutez, encore une fois, merci beaucoup. Puis, pour closer ça, j'aurais une dernière. Je vais reposer une dernière question. Oui, envoyez donc. Finalement, là, maintenant qu'on vient de passer l'heure d'entrevue, quel a été le moment préféré de votre carrière? Couvrir les Jeux olympiques de Calgary, aller à Ah! Accès Golf avec Martin Cloutier ou passer à 100 présentations? Sans présentation. Oh, arrêtez. Arrêtez. Je suis flagorneuse. Ben, c'est parce que, écoute, je dirais que le plus grand moment de ma carrière, c'est sûr que ça a été l'émission JE. Ben oui, Euh, mais c'est vrai que couvrir les Jeux olympiques, ça n'a pas été banal du tout. D'ailleurs, vraiment j'en pas. parle dans mon livre. Ça a été vraiment une expérience unique. Écoute, tu côtoies des athlètes de haut niveau. Mhm. Puis, mais on n'a pas été chanceux aux Jeux olympiques de Calgary qui étaient en 88. Ouais. On a eu l'espèce de vent chaud, si bien qu'on avait de la misère à avoir de la neige. Oh non. Hey, ouais, pour des Jeux olympiques d'hiver, c'est pas fameux. C'est ça, exactement. Ça aide pas beaucoup. Et, Ben, écoutez, encore une fois, merci beaucoup. Guillaume, ça a été un plaisir. Tu es vraiment le fils de ta mère. Merci beaucoup. C'est le plus Yes. beau compliment que je peux avoir. Hey, passez une bonne journée. Merci et au plaisir. Bon succès. Merci beaucoup.